Après notre réunion de famille. J'ai vérifié mon compte, il manquait 50 000 $. Mon beau-frère Harry, nous en avions plus besoin. J'ai pris mon sac et j'ai dit « Alors vous allez adorer ce qui va suivre ». La porte s'est ouverte et ils sont devenus blêmes. Après une réunion de famille le week-end, je suis rentrée dans mon petit appartement à Seattle, complètement épuisée. Tout semblait normal du moins, jusqu'à ce que j'ouvre mon application bancaire pour transférer de l'argent pour la facture d'électricité. Ma vue s'est brouillée en voyant le chiffre à l'écran 83,52 $. Je l'ai vérifié 3 fois, puis une autre fois certaine que ce n'était pas une erreur ou que mes yeux fatigués me jouaient un mauvais tour. Il y a à peine 2 jours, j'avais plus de 9 000 $ sur ce compte. J'ai senti le sang quitter mon corps. Mon cœur battait à tout rompre, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur de ma poitrine. Les mains tremblantes, j'ai immédiatement appelé la banque. Après quelques questions de sécurité, le représentant a dit « Les transactions ont été effectuées depuis un appareil précédemment connecté la même adresse IP qu'un ordinateur personnel. » Je me suis levée, j'ai pris mes clés et j'ai conduit directement jusqu'à la maison de ma mère, l'endroit même qui venait d'accueillir notre plus grande réunion de famille de l'année. Je ne pouvais toujours pas chasser de mon esprit les images de tout le monde s'embrassant et riant. Et pourtant, à peine quelques heures plus tard, j'étais de nouveau là, dans la vieille cuisine où j'ai grandi, cherchant un verre d'eau dans le placard, le cœur encore chancelant sous le choc. « Tu es déjà de retour ?» La voix de ma sœur Amanda a flotté depuis le salon nonchalante et insouciante, comme si de rien n'était. Elle était assise sur le canapé, les jambes croisées, tenant un verre de vin rouge, sans la moindre trace d'inquiétude sur son visage. « Je viens de vérifier mon compte. » Ai-je essayé de garder une voix ferme, mais la tension dans ma gorge m'a trahi. Nathan, mon beau-frère, est sorti de la cuisine en tenant une canette de soda. Il s'est appuyé contre le réfrigérateur, l'air à la fois amusé et méprisant. « Oh !» Nathan a eu un sourire narquois. « Nous avions plus besoin de cet argent que toi, Alyssa. » Ça m'a frappé comme une gifle en plein visage. Je suis restée figée, abasourdie, incapable de formuler un seul mot. Amanda a ri doucement, haussant les épaules, comme si j'exagérais. « Ne sois pas si dramatique, » a-t-elle dit. « Tu as un bon travail, pas de dettes, pas d'enfants, tu vis seule. » Je me suis tournée vers ma mère. Elle était assise dans un coin en train de tricoter son expression, aussi calme que d'habitude. « Maman, tu savais pour ça ?» Elle a soupiré sans lever les yeux. Sa voix était douce, comme si je m'étais plainte que la soupe était trop salée. « Tu es toujours si sensible, tu as plus que nous, quel est le mal à aider un peu ?» Je me suis tournée vers mon père, qui était collé à son téléphone. Il a marmonné sans lever les yeux. « N'emploie pas de mots durs, c'est une affaire de famille. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. « Mais comment avez-vous eu accès à mes informations bancaires ?» Amanda a haussé les épaules. « J'ai utilisé l'ordinateur de maman et j'ai vu que ton compte était encore ouvert. Si tu n'as pas fermé ta session… » Elle l'a dit comme si j'étais la coupable, comme si ce qu'ils avaient fait était parfaitement justifié. Mes mains se sont serrées en poing, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Mon cœur battait la chamade. Nathan a haussé les épaules, comme si tout cela n'était pas bien grave. Ce n'est pas comme si on avait acheté des choses de luxe, le loyer, la nourriture, juste pour survivre, sinon on mourrait de faim. Je les ai tous regardés, pas une excuse, pas un regard de culpabilité, pas même une explication correcte. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Ai-je chuchoté, même si personne ne semblait s'en soucier. Amanda a rejeté ses cheveux en arrière et a marmonné. « Tu peux le regagner, ne sois pas si dramatique. » J'ai lentement ramassé mon sac. Personne ne m'a arrêté, personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ma mère a juste dit par habitude « N'oublie pas le dîner de dimanche. » J'ai marché vers la porte, le cœur battant à tout rompre vide à l'intérieur. Mais avant de partir, je me suis arrêtée dans l'embrasure, la main sur la poignée,
Puis j'ai regardé en arrière. Si vous croyez que je vais simplement laisser passer ça, attendez de voir ce qui va suivre. Amanda a gloussé. Oh, s'il te plaît, tu es tellement théâtrale, honnêtement, Alyssa. Nous avions plus besoin de cet argent que toi ne sois pas égoïste. Je n'ai pas répondu. Dehors, il avait commencé à pleuvoir, et à l'intérieur de moi, une autre tempête se formait silencieusement. J'ai conduit sous la pluie, serrant le volant, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le feu de signalisation devant moi était rouge, mais mon esprit tournait en boucle avec chaque mot froid que je venais d'entendre. Nous avions plus besoin de cet argent que toi. Sans remords, sans excuses. C'était comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Je ne voulais pas encore rentrer à la maison, j'avais besoin d'air. Alors je me suis arrêtée sur le parking près de Green Lake Park, où je cours habituellement le samedi matin. J'ai coupé le moteur, je suis restée assise en silence, et j'ai rouvert l'application bancaire. Ce chiffre était toujours là, aussi effronté et froid que le visage d'Amanda. Je ne peux pas dire que j'étais complètement surprise. J'avais seulement espéré. Quand j'avais 27 ans, j'ai été embauchée comme directrice marketing dans une grande entreprise pharmaceutique. Alors que je m'adaptais encore au travail et à ma nouvelle vie, Amanda a appelé « Et on m'a coupé le téléphone, tu peux me prêter un peu d'argent ?» Je n'ai pas réfléchi à deux fois. C'était la famille non. Puis est venu Nathan au chômage depuis près de 6 mois. J'ai juste besoin de quelques centaines pour survivre jusqu'à ce que je trouve quelque chose, a-t-il dit. Je suis restée silencieuse. 1 an plus tard, pour l'anniversaire de Haley, Amanda m'a envoyé une liste de cadeaux, suggéré l'article le moins cher, coûtait plus de 200 $. Je voulais dire non, mais ensuite ma mère a appelé de sa voix douce. Tu ne vas rien offrir à ta nièce. Elle est si excitée, tu t'en sors mieux que nous tous. Et c'est ainsi que je suis devenue la première personne qu'ils appelaient pour des problèmes d'argent. Amanda a eu une nouvelle voiture, j'ai contribué à la compte. Nathan a perdu son portefeuille. Je lui ai envoyé de l'argent le soir même. La facture d'électricité de maman était en retard, j'ai puisé dans mes économies à chaque fois. Tout ce qu'ils avaient à dire était « Tu es la plus stable de la famille ». Pas une seule fois ils n'ont demandé « Est-ce que tu vas bien ?» Jamais ils ne se sont arrêtés pour penser que j'avais des jours où je comptais chaque dollar, où je sautais des vacances, ou reportais l'achat de choses pour moi. Il y a quelques mois, j'ai refusé des vacances avec ma meilleure amie parce que j'ai utilisé cet argent pour aider Nathan avec le loyer. Il le disait comme un compliment, mais je réalise maintenant que ce n'était pas de la gratitude, c'était une déclaration tacite. C'est ton travail. La pluie continuait de tomber. J'ai allumé la radio espérant que le bruit apaiserait la douleur dans ma poitrine, mais rien ne pouvait calmer le sentiment d'être considérée comme un outil, pas une fille, pas une sœur, juste une carte de crédit avec un cœur qui bat. Mon téléphone a vibré un texto de maman. Amanda a dit « Tu es fâchée pour l'argent, n'en fais pas toute une histoire, ma chérie. Nous sommes une famille. » Famille. Pourquoi ce mot semblait-il si lourd maintenant? Je pensais que si seulement j'étais patiente, assez généreuse, ils s'en rendraient compte. Peut-être qu'ils me remercieraient ou au moins demanderaient comment j'allais. Mais ils ne l'ont jamais fait, parce qu'à leurs yeux, je n'avais pas besoin d'aide. Et celui qui n'a pas besoin d'aide est censé aider tous les autres. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert mon application de notes. Chaque paiement que j'ai fait, chaque appel nocturne, chaque fois que je me suis privée de quelque chose pour eux. J'ai commencé à tout noter, non pas pour demander à être remboursée, mais pour ne jamais l'oublier, pour ne plus jamais me laisser mettre dans cette position. La pluie a commencé à se calmer. Une pâle lumière du soleil a percé les nuages gris. Je me suis redressé les mains sur le volant. Cette fois, je ne regardais pas en arrière. Cette nuit-là, je suis rentrée à mon appartement, encore sous le choc des mots de Nathan qui résonnaient dans mon esprit. Nous avions plus besoin de cet argent que toi. Pas d'excuses, pas d'explications, juste un droit pur et incroyable. Mais ce qui m'a vraiment empêché de dormir, ce n'était pas l'argent perdu,
C'était l'indifférence totale de la famille à ce sujet. Je ne pouvais pas laisser passer ça, et je n'en avais pas l'intention. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque et demandé un relevé complet des transactions des 10 derniers jours. Le fichier faisait 17 pages. Je l'ai imprimé et j'ai surligné chaque débit suspect en rouge. Une transaction anonyme a attiré mon attention près de 2 800 $ depuis une adresse IP correspondant à la maison de ma mère. Oui, j'avais déjà utilisé un ordinateur là-bas, mais je ne me suis jamais connecté à mon compte bancaire pour le laisser ouvert. J'avais seulement vérifié mes emails et mon calendrier. Quelqu'un dans cette maison y avait accédé, avait mémorisé mes informations et attendu le bon moment. Ce week-end-là, je suis retournée chez ma mère, comme pour une visite ordinaire. Le rôti sentait comme d'habitude, mais l'air était chargé de tension. Amanda était assise en bout de table, évitant mon regard. Nathan était trop détendu, servant de la limonade, comme s'il n'y avait pas un feu qui couvait sous la surface. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai vérifié toutes mes transactions, ai-je dit en posant les papiers sur la table. Mon compte a été consulté depuis l'ordinateur de maman. J'étais ici ce jour-là, oui, mais je ne me suis pas connectée à ma banque, alors qui a pris les informations. Personne n'a répondu. Ma mère gardait la tête baissée, picorant sa salade, comme si je venais de poser une question sur le temps qu'il faisait. Papa était assis en silence derrière son journal ouvert. Seule Amanda a parlé sa voix faible mais pleine de sarcasme. Tu l'as laissé ouvert. Ce n'est pas comme si on avait piraté quoi que ce soit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc tu l'admets? Amanda a haussé les épaules. Je l'ai juste vu ouvert, tu ne l'as pas verrouillé, et ce n'est pas comme si c'était la première fois que tu aidais. Je n'étais pas d'accord cette fois. Nathan a posé son verre avec un léger cliquetis. Tu es toujours si dramatique, ce n'est pas du vol, c'est de l'entraide, c'est la famille. Non, ai-je dit fermement. Aider, c'est quand quelqu'un demande et que l'autre est d'accord. Ça, c'était prendre sans demander. Ma mère a finalement levé les yeux, sa voix douce, comme si elle expliquait quelque chose à une enfant têtue. Alissa, tu vis seule. Tu as un bon travail, pas de charge. Amanda élève une enfant. Nathan essaie encore de s'en sortir. La famille, c'est le partage. Et partager, c'est vider silencieusement toutes mes économies. Ma voix a commencé à trembler, non pas de colère, mais de douleur. Mon père a plié son journal et a levé les yeux visiblement agacé. Ne sois pas si dur, tu as toujours été la plus forte de cette famille, tu sais. Personne d'autre ne pourrait le supporter, alors tout le monde comptait sur toi. Comptait sur moi. J'ai laissé échapper un rire sec. Voler des informations personnelles et vider mon compte, c'est ce que vous appelez de la confiance. Pourquoi ne pas appeler ça par son nom de l'exploitation? Amanda a frappé la table avec sa main la première fois qu'elle perdait son calme. On n'a rien gaspillé. C'était pour le loyer, les médicaments de Haley, les réparations de la voiture. Je suis à bout. Et moi? Alors? J'ai regardé chaque personne dans cette pièce, les gens que j'appelais autrefois ma famille. J'étais à bout aussi. Quand je travaillais 60 heures par semaine pour payer votre dette, quand j'annulais mes vacances, juste pour empêcher Nathan d'être expulsé, quand je mangeais des nouilles instantanées pendant 3 semaines pour aider maman à payer la facture des services publics. Je suis fatiguée depuis longtemps, mais je ne me suis jamais plainte, parce que je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais clairement, tout ce que j'ai fait, c'est permettre l'égoïsme de tout le monde. Personne n'a dit un mot. Seul le tic-tac de l'horloge de la cuisine remplissait le silence. Je me suis levée, j'ai rangé le dossier dans mon sac. Avant de quitter la pièce, je me suis arrêtée et j'ai regardé ma mère. Si c'est comme ça que vous traitez la seule personne qui n'a jamais demandé un seul centime, ne soyez pas surpris quand je commencerai à récupérer ce que je mérite. Nathan a laissé échapper un rire moqueur. Qu'est-ce que tu vas faire, Alissa? Appeler la police. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard ferme. Attendez de voir. Puis j'ai quitté la maison que j'appelais autrefois mon foyer pour la première fois,
sans une once de regret, seulement un sentiment croissant de résolution dans ma poitrine. Je suis rentrée à la maison juste au moment où le crépuscule s'installait sur Seattle. L'air semblait plus dense que d'habitude lourd de la fureur qui couvait encore en moi. Je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti un dossier. J'avais gardé des reçus, des messages, des virements, des confirmations par email, même des captures d'écran d'il y a des années, non pas par paranoïa, mais parce que je savais qu'un jour, mes sacrifices silencieux auraient besoin de preuves. J'ai commencé à tout organiser du premier paiement, 92,50 $, pour la facture de téléphone d'Amanda, il y a 3 ans, au plus important 3 200 $ envoyés à Nathan pour un problème urgent. J'avais des relevés bancaires complets, des confirmations par email. Pendant 3 nuits, j'ai construit une feuille de calcul catégorisant chaque dépense. J'ai tout codé par couleur vert, pour les frais médicaux jaunes, pour les frais de subsistance rouge, pour ceux sans justification, comme les 1350 $ que Nathan a dépensés pour une console de jeu lors du dernier Black Friday. Je m'en souvenais clairement parce que j'avais dû sauter un voyage d'hiver avec mes collègues, juste pour payer mon assurance. Lundi matin, je suis allée à la division des crimes financiers du centre-ville, emportant tous les documents imprimés, une clé USB avec la feuille de calcul et un formulaire de plainte rempli. Une jeune agente nommée Harper a pris mon dossier. Elle a parcouru chaque page, hochant la tête, en lisant. Nous allons commencer une enquête préliminaire pour fraude financière et accès non autorisé à des informations personnelles. Avez-vous les noms des personnes impliquées? Oui, ai-je dit en lui tendant la liste. Amanda Walker, Nathan Walker, Donna Grant, ma mère, Paul Grant, mon père. Je suis sortie du commissariat sous un ciel gris, mais avec une lueur de lumière en moi, non pas parce que je voulais qu'il soit puni, mais parce que j'avais enfin cessé de garder le silence. 2 semaines plus tard, un jeudi après-midi, j'étais en réunion Zoom quand un numéro inconnu a appelé. J'ai mis l'appel en sourdine et je suis sortie sur mon balcon pour répondre. C'était Harper. Mademoiselle Alyssa, nous avons terminé l'enquête préliminaire. Nous avons des motifs suffisants pour aller de l'avant. L'unité d'enquête se rendra au domicile des individus aujourd'hui. Je suis restée figée. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais, mais plutôt du soulagement. Après toutes ces années, quelqu'un voyait enfin ce que j'avais enduré. Ce soir-là, pendant que je préparais le dîner, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord maman, puis Amanda, puis Nathan. Je n'ai pas répondu. Les textos ont commencé à arriver ensuite. Appelle ta mère maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Alyssa? Tu as vraiment appelé la police? Je n'ai répondu à aucun d'eux. 1 heure plus tard, j'ai reçu un texto d'une ancienne voisine. Il y a 3 personnes avec des vestes étiquetées Unité des crimes financiers devant la maison de Donna. Ils ont aussi demandé après toi. Le lendemain, je suis arrivée tôt au travail. En entrant dans l'ascenseur, j'ai surpris quelques regards curieux de mes collègues, puis mon manager s'est approché de moi. Nous avons reçu un appel d'un journaliste local demandant à vérifier une enquête financière liée à votre nom, a-t-il dit, posant une main douce sur mon épaule. Nous n'avons rien confirmé, mais si vous avez besoin de temps, dites-le simplement. J'ai souri doucement. C'est bon, je fais ce qu'il faut. Ce soir-là, je me suis assise près de ma fenêtre, en regardant les lumières briller depuis les appartements environnants. Les mots d'Amanda résonnaient encore dans ma tête. Je jure que cette famille ne survit que grâce à toi. Oui, ils ont survécu grâce à moi, mais ils ne m'ont jamais vue comme une personne, seulement comme un portefeuille, un outil. Et maintenant, cet outil avait dit stop. J'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une ligne. Je ne suis pas la banque de la famille. Je suis Alyssa. Pour la première fois, j'ai vu mon nom sur une page non liée à une facture ou à un virement d'argent, juste mon nom, une personne, et la liberté, enfin, à portée de main. Le premier message est arrivé ce lundi matin, alors que je me préparais pour le travail. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec une ligne familière. Appelle maman. Je ne l'ai pas ouvert. 1 heure plus tard,
Alors que je me servais un café, son message vocal est arrivé. Alissa, ça va trop loin. Je sais qu'il y a eu des malentendus, mais tu n'as pas à aller aussi loin. Peux-tu, s'il te plaît, me rappeler? J'ai posé ma tasse, un frisson m'a parcouru. Sa voix était la même, douce, gentille, comme si... À midi, Amanda a envoyé un long texto. Mon compte bancaire est gelé. Je ne peux pas payer les frais de scolarité de Haley. Je ne sais pas quoi faire. Tu as gagné, d'accord. Tu es contente maintenant. Cette dernière phrase m'a donné la chair de poule, comme si c'était un jeu que j'avais commencé, comme s'il n'était que des joueurs réticents entraînés dedans. Mais je savais la vérité. Je n'essayais pas de gagner, j'en avais juste fini de supporter. Le lendemain, Harper a appelé avec une mise à jour. Alissa, nous avons confirmé le montant retiré et utilisé à mauvais escient. Amanda est maintenant sous enquête pour des virements non autorisés. Nathan est impliqué dans le retrait de fonds depuis un appareil non approuvé, et ses parents ont utilisé une partie de l'argent pour des paiements hypothécaires illégaux qui pourraient être sujets à récupération. Oh, je ne savais pas comment me sentir. Une partie de moi avait mal, non pas à cause des conséquences qu'il subissait maintenant, mais parce qu'il ne comprenait toujours pas comment on en était arrivé là. Ce soir-là, Nathan a appelé à plusieurs reprises. J'ai bloqué son numéro. Moins de 10 minutes plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Alissa, s'il te plaît, j'ai été suspendue de mon travail. Ils enquêtent sur mes comptes. Je ne peux pas tout perdre pour une erreur. Ne peux-tu rien dire pour m'aider? L'arrogance, la moquerie, le rire d'avant tout avaient disparu remplacés par une panique à peine dissimulée, mais je n'ai pas bronché. Jeudi matin, j'ai reçu un message de mon père. Il communiquait rarement, alors même une seule ligne m'a fait marquer une pause. La banque a envoyé un avis de saisie immobilière. Si nous ne payons pas dans 30 jours, nous perdons la maison. Je l'ai lu et relu, pas d'excuses, pas d'aveux, juste une déclaration froide et un léger espoir que, comme toujours, j'interviendrai pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Mais ce soir-là, debout près de ma fenêtre, à regarder les lumières de la rue se déverser sur la vitre, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai sauté le déjeuner pour envoyer de l'argent à maman à temps les rendez-vous que j'ai annulés, parce qu'Amanda m'a appelé en pleurant. J'avais donné non seulement mon argent, mais ma paix. Cette fois, je n'allais pas faire marche arrière. Ce week-end-là, j'ai conduit jusqu'à la côte d'Edmonds, un endroit où papa et moi allions pêcher chaque été, quand j'étais petite. Personne ne savait où j'étais. Personne ne demandait comment j'allais. Les mêmes personnes qui m'appelaient leur bouée de sauvetage ne communiquaient maintenant que pour limiter les dégâts qu'ils avaient moi causés. En milieu d'après-midi, mon téléphone s'est à nouveau allumé un message de maman. Alissa, je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort, mais si nous perdons la maison, je ne sais pas comment je survivrai, s'il te plaît. Ne m'abandonne pas. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Ce message a serré ma poitrine, mais pas de culpabilité, plutôt de la réalisation que même maintenant, elle pensait à la maison, pas à moi. Personne n'a demandé si j'allais bien. J'ai posé mon téléphone et j'ai marché sur le sable, laissant la brise de l'océan emporter la lourdeur dans ma poitrine. Je savais que j'étais entrée dans la partie la plus difficile, celle où on me traiterait de cruelle, d'ingrate, voire de destructrice, mais aussi celle où on ne s'attendait plus à ce que je porte, ce qui n'a jamais été à moi de soutenir. J'ai regardé l'immense étendue d'eau pour la première fois depuis des années. Je ne pensais pas aux factures, aux demandes d'argent ou aux appels nocturnes. Je pensais à moi et à la paix que je commençais enfin à ressentir pièce par pièce. 3 semaines plus tard, j'ai demandé un congé prolongé sans le dire à personne. J'ai tout emballé soigneusement dans une voiture de location et j'ai quitté Seattle un mercredi matin maussade, traversant l'État, comme si je me débarrassais de la vieille peau d'une femme étouffée par des attentes déraisonnables. Je suis arrivée à Boulder, au Colorado, une petite ville que j'avais traversée il y a des années lors d'un voyage d'affaires. À l'époque, je n'avais eu que quelques heures pour me promener dans le centre-ville, prendre un café dans un café confortable avec du jazz doux et des lumières jaunes chaudes, mais le calme que j'ai ressenti ce jour-là
est resté avec moi. Maintenant, c'est devenu l'endroit que j'ai choisi pour recommencer. J'ai loué un petit studio avec vue sur les montagnes, des murs blancs, de grandes fenêtres, captant la lumière du matin. En quelques jours, j'ai acheté un nouveau bureau rempli des vases de fleurs fraîches et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas dû à faire de la place pour les besoins de quelqu'un d'autre. J'ai changé de numéro, j'ai dit à mon entreprise que je travaillerais à distance pour une période indéfinie. Et curieusement, une fois que j'ai cessé d'être vidée par ma famille, mon énergie est revenue. Je dormais mieux, je mangeais régulièrement, et quand je m'asseyais à mon bureau, mon esprit se sentait plus clair que jamais. À peine 2 semaines après m'être installée à Boulder, mon patron Julian a appelé. Alyssa, je viens de regarder ton nouveau plan stratégique. Il est brillant. As-tu envisagé de prendre le poste de coordinatrice régionale pour toute la côte ouest? J'ai fait une pause un instant. Il y a 1 an, si j'avais entendu ces mots, j'aurais probablement dit non, parce que je devais encore m'inquiéter pour maman, pour Amanda, pour Nathan. Mais maintenant, j'ai regardé par la fenêtre, où la lumière du soleil brillait à travers les pins, et j'ai répondu fermement « Je suis prête ». Julian a gloussé. Je savais que tu serais la première personne à me venir à l'esprit. Félicitations, Alisa. Quand l'appel s'est terminé, je me suis préparé une tasse de thé, je me suis blottie dans une couverture en tricot sur le balcon, et j'ai laissé la brise parcourir doucement mes cheveux. J'avais réussi. Je m'étais sortie de ce cycle. Le cycle où j'étais toujours celle qui donnait, et où personne ne demandait jamais « Est-ce que tu vas bien ?» Plus de messages nocturnes, plus d'appels désespérés comme « C'est juste un prêt, je te le rendrai à la fin du mois ». Plus besoin de vérifier mon compte bancaire chaque matin dans une panique silencieuse. Maintenant, chaque message que je recevais venait de personnes qui se souciaient vraiment de moi, des collègues, de vieux amis ou de quelques nouveaux que j'avais rencontrés lors de cours de yoga à Boulder. Personne ne demandait d'argent. Ils demandaient simplement « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» ou « Veux-tu dîner ce soir ?» Je n'avais pas seulement trouvé la liberté, je m'étais retrouvée. Un après-midi, je suis retournée au café d'il y a des années, assise à la même table près de la fenêtre. Le propriétaire du café se souvenait encore vaguement de moi. « Vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas vous qui aviez demandé la piste de jazz qui passait ce jour-là » J'ai ri, c'était bien moi, et maintenant j'habite ici. Il a pointé du doigt par la fenêtre, cet endroit guérit beaucoup de gens. J'ai hoché la tête, il n'y avait rien de plus à dire. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal « J'ai passé ma jeunesse à garder une porte pour une famille qui n'a jamais voulu entrer, pour me voir seulement pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, j'ai verrouillé cette porte et je garde la clé pour moi-même. Cette nouvelle vie n'était pas bruyante, il n'y avait pas d'acclamation, mais elle était calme, et pour moi c'était la chose la plus luxueuse que j'ai jamais possédée. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, je ne savais pas si Amanda pourrait appeler un jour avec sa voix tremblante, mais je savais une chose. Je n'allais pas faire marche arrière, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'avais appris à m'aimer d'abord. Un matin frais d'automne, alors que j'arrosais les plantes sur mon balcon, mon téléphone a sonné avec un nouvel email. Je n'ai pas regardé tout de suite, mais quelques minutes plus tard, en sirotant mon thé, j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai marqué une pause devant un nom inconnu, Mélanie Carter. Il m'a fallu quelques secondes pour la situer. Mélanie était la cousine par alliance d'Amanda, quelqu'un que je n'avais vu que brièvement à quelques réunions de famille, une fille tranquille qui restait toujours en arrière-plan et ne parlait jamais. Je ne savais même pas qu'elle avait mon email. L'objet disait « Merci, Alyssa ». Curieuse, je l'ai ouvert. « Tu ne te souviens probablement pas bien de moi, je suis Mélanie, la fille de tante Grace. Amanda m'a une fois demandé de garder Hayley un été et tu m'as ramenée à la maison après la fête d'anniversaire de Hayley. Je suis restée silencieuse pendant des années, en pensant que je n'avais pas le droit de parler, mais après avoir appris ce que tu as fait, comment tu t'es défendue, comment tu as tracé une ligne, je ne pouvais pas m'empêcher d'envoyer ce message. Je suis restée assise, figée, chaque mot qu'elle a écrit,
était comme une goutte tombant dans les temps calmes en moi. J'étais piégée dans un cycle similaire. Ma famille a toujours dit que j'avais plus de chance, donc je devais donner plus. Je travaillais 3 emplois à la fois et devais encore envoyer de l'argent à la maison pour ma mère, pour mon frère, et quand j'ai essayé de dire non, on m'a traité d'ingrate et d'égoïste. Mais après avoir entendu ce que tu as fait, comment tu t'es choisi, c'est comme si quelqu'un avait éclairé un chemin que je ne savais pas exister. Tu m'as aidé à réaliser que dire non n'est pas cruel, c'est de l'autoprotection, c'est préserver la chose la plus précieuse, soi-même. Je suis restée assise en silence, les mains enroulées autour d'une tasse de thé, maintenant froide. Dehors, le vent chuchotait des feuilles d'érable dorées, en faisant tomber quelques-unes doucement sur le sol. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait commencé à fleurir silencieusement. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas de la justification, c'était le sentiment d'être vue, d'être comprise. Mélanie n'était pas la première personne à dire quelque chose comme ça. Quelques semaines plus tôt, un vieil ami de l'université m'avait envoyé un texto après avoir lu quelques lignes que j'avais partagées sur mon blog personnel. Je pensais que tu étais très forte, comme si tu n'avais besoin de personne, mais maintenant je comprends, tu étais si forte que tout le monde a supposé que tu irais bien quoi qu'il arrive. J'avais lu cette ligne, encore et encore, parce que pendant des années je n'ai jamais demandé à être entendue. Je suis restée silencieuse. J'ai tout gardé pour moi. Mais personne ne m'avait jamais appris que la gentillesse ne signifie pas laisser les gens franchir vos limites. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit une réponse à Mélanie. Je n'aurais jamais imaginé que ce que j'ai fait inspirerait quelqu'un comme ça. Merci d'avoir eu le courage de partager. Je sais que ce n'est pas facile, mais je veux que tu te souviennes que tu n'es pas seule. Tu n'es pas égoïste. Tu apprends juste à t'aimer de la bonne manière, et il n'y a rien de mal à cela. J'ai appuyé sur envoyer, et à ce moment-là, quelque chose est devenu limpide. Je pensais avoir perdu ma famille, mais la vérité était que je la redéfinissais comme étant des gens qui aiment sans condition, qui donnent sans attente, et qui respectent les autres en tant qu'êtres humains à part entière. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les rideaux, la lumière du soleil a inondé la pièce comme une douce bénédiction. J'ai pris une profonde inspiration, sans plus rien sentir de lourd dans ma poitrine. Je n'étais plus l'ancienne Alissa, la fille qui s'effaçait toujours, qui restait toujours silencieuse, par peur de déranger les autres. Maintenant, j'étais Alissa, qui savait dire stop, qui savait quand s'éloigner, quand quelqu'un ne la valorisait pas. Et la plus belle partie, c'est que je n'étais pas seule, car quelque part des gens comme Mélanie trouvèrent le courage de sortir de l'ombre. Et si mon parcours pouvait éclairer, ne serait-ce qu'une petite partie de leur chemin, alors chaque parcelle de douleur que j'avais endurée en valait la peine. Le dimanche après-midi, je me suis promenée sur le chemin pavé, menant au parc voisin, où les érables changeaient feuille par feuille, du vert au doré, puis au rouge feu. Une petite fille faisait du vélo, ses cheveux flottant au vent, tandis que sa mère courait derrière elle en riant et en criant « Plus lentement, ma chérie !» Je me suis arrêtée un instant, tenant une tasse de café en carton, les regardant comme une scène d'un tableau vivant. Cette image a remué quelque chose en moi, quelque chose que j'avais perdu ces dernières années, un sentiment de légèreté. Je pensais que je devais tout faire pour que ma famille soit fière. J'ai travaillé sans relâche. J'ai économisé chaque centime. J'ai renoncé à des vacances, à de petits rêves, juste pour gagner une étiquette de bonne fille ou un geste d'approbation de ma mère. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour me demander si j'étais fatiguée, si j'avais besoin que quelqu'un m'écoute. Ils avaient juste besoin que je sois forte. Et quand je me suis arrêtée, quand je me suis levée et que j'ai dit non, ils m'ont traitée d'ingrate. J'avais peur de ça. Je craignais d'être vue comme égoïste. Je craignais de perdre les liens du sang que j'avais tant lutté pour préserver. Mais maintenant que la poussière était retombée, maintenant que les appels de minuit et la culpabilité circulaire s'étaient tus,
J'ai réalisé quelque chose de si simple que ça en faisait mal. Je n'ai pas perdu ma famille, je me suis simplement trouvée. Et cette personne, Lalissa, que je suis aujourd'hui, ne vit plus pour plaire à personne d'autre qu'à elle-même. J'ai commencé à faire les petites choses que j'avais autrefois reportées. J'ai appris à cuisiner le risotto, mon plat préféré, pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai acheté une robe rouge vif, du genre que je pensais autrefois trop osée pour le bureau. Je me suis inscrite à un cours de poterie le samedi, juste parce que la sensation de l'argile sur mes mains me faisait me sentir vivante. J'ai réaménagé mon appartement, j'ai accroché un tableau abstrait géant dans le salon, pas parce qu'il était assorti. Un jour, j'ai reçu une carte postale de Kelly, une ancienne collègue, qui avait déménagé en Italie. Au dos d'une écriture soignée, il était écrit: Tu m'as montré ce que signifie fixer des limites sans culpabilité. Grâce à toi, j'ai finalement eu le courage de déménager à Rome, ce dont je rêvais depuis mes 20 ans, mais que je n'ai jamais osé faire. Merci, Alissa. J'ai posé la carte postale sur mon bureau. Parmi les petites choses qui avaient une grande signification, une pierre que j'ai ramassée lors de ma première randonnée dans le Colorado, un pot de fleurs séchées et le journal en cuir dans lequel j'écrivais encore. C'étaient toutes de petites pièces de moi, une Alisa qui ne vivait plus pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je n'attendais plus que ma famille comprenne. Je n'attendais pas un appel d'excuse d'Amanda ou un message surprise de ma mère. Peut-être qu'un jour ils regarderaient en arrière et comprendraient, ou peut-être pas. Et dans tous les cas, c'est bien ainsi. Je pensais que l'amour signifiait s'accrocher fermement. Maintenant, je sais que parfois, l'amour signifie lâcher prise, se laisser soi, et les autres être responsables de leurs propres choix. Quand on cesse d'essayer d'être si gentil qu'on efface ses propres limites, on se rend compte que les gens qui vous apprécient, vraiment, ne vous demanderont jamais de vous consumer pour eux. Je me souviens encore d'une citation d'un écrivain: Tu n'as pas à t'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Et quand j'ai cessé de me consumer pour leurs attentes, j'ai réalisé que la lumière la plus chaude ne vient pas du sacrifice, elle vient de la paix, de vivre fidèle à qui l'on est. Sur ce chemin parsemé de feuilles, j'ai marché lentement, sans hâte, sans fuite, non. L'histoire d'Alissa est un puissant rappel que vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier juste pour préserver une relation étiquetée comme famille lorsqu'elle manque de respect. Lorsque vous fixez des limites et que vous vous choisissez, vous n'êtes pas égoïste, vous vivez avec sincérité. Tout le monde ne le comprendra pas, mais la paix que vous trouverez en vaudra la peine. Parce que parfois, s'éloigner de la famille n'est pas une perte. C'est le premier pas pour retrouver votre véritable soi et votre vraie valeur. Que pensez-vous du choix d'Alisa? Avait-elle raison de se mettre avant les obligations familiales? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires de vie sincères et réelles.